Il pesait le double de ses rivaux. Il était lent, maladroit et laid. Au début, tout le monde pensait que ce serait un échec total, mais personne n'avait imaginé que ce monstre volant deviendrait le chasseur le plus indestructible de toute la guerre. Il était trop gros, trop lourd, trop maladroit. Dès le premier prototype, le Thunderbolt semblait voué à l'échec. Dans un monde de chasseurs élégants et agiles, ce géant n'avait tout simplement pas sa place. Les pilotes le détestaient, les ingénieurs doutaient de lui, et dans les premiers combats, il n'impressionna personne. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette masse volante était sur le point de tout changer, car au cœur de cet avion apparemment inutile se trouvait un système que personne n'avait jamais vu auparavant, une force brute capable de survivre là où les autres tombaient et d'attaquer avec une férocité impensable. Et lorsque la guerre se mit à dévorer les avions par milliers, le P-47 non seulement résista, mais il devint une légende. Comment est-il passé d'une erreur de calcul à la terreur du ciel? Pourquoi même les pilotes ennemis ont-ils appris à le craindre? Pour le comprendre, il faut d'abord connaître le chaos qui a poussé les États-Unis à créer l'un des chasseurs les plus étranges et les plus indestructibles de toute la Seconde Guerre mondiale. Pour comprendre pourquoi le Thunderbolt a été créé, nous devons d'abord regarder ce que personne n'avait vu venir. Une guerre qui se préparait dans le silence, tandis que l'Occident se désarmait avec enthousiasme. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont tombés dans un faux sentiment de sécurité. Ils réduisirent leurs forces aériennes, arrêtèrent la production de chasseurs et misèrent tout sur une seule idée: que des bombardiers lourds, bien armés, suffiraient à gagner toute guerre future. C'était une stratégie confortable et dangereusement naïve. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, une puissance émergeait avec un plan bien plus ambitieux. Le Japon, loin des projecteurs, construisait une marine moderne et un corps aérien mortel. Ses chasseurs étaient rapides, maniables et prêts à combattre dans un théâtre d'opérations sans restriction. Lorsque le conflit éclata, la réalité frappa les États-Unis comme une embuscade brutale. Leurs bombardiers tombaient comme des mouches. Leurs chasseurs étaient surpassés en vitesse, en agilité et en technologie. Et le contrôle du ciel, sans lequel aucune guerre ne peut être gagnée, leur était arraché jour après jour. Dans les premiers mois de la guerre, les chiffres étaient humiliants. Des escadrons entiers étaient anéantis avant même d'atteindre leurs objectifs. Les pilotes volaient en sachant qu'ils ne reviendraient probablement pas. Au milieu de ce désastre, le haut commandement se rendit compte d'une chose qui était déjà évidente sur les champs de bataille. Ils avaient besoin d'un nouveau type de chasseur, et rapidement. Mais cette fois, il ne suffisait pas de copier les Européens ou d'améliorer ce qu'ils avaient déjà. Ils avaient besoin de quelque chose de différent, de quelque chose qui puisse changer les règles du jeu. C'est ainsi que l'idée est née. Pas un avion rapide, pas un avion élégant, mais une bête des airs capable de faire l'impensable. Survivre. Un avion qui pourrait accompagner les bombardiers lors de longues missions, affronter les chasseurs ennemis et résister à des impacts qui abattraient n'importe quelle autre machine. C'était un pari désespéré, mais aussi une déclaration d'intention. S'il devait y reprendre le contrôle du ciel, ce ne serait pas avec de la beauté, mais avec de la force brute. La mission fut confiée à Republic Aviation,
une entreprise qui avait déjà de l'expérience dans la construction de chasseurs, mais rien de comparable à ce qu'elle allait affronter. Dès la première esquisse, le nouvel avion brisait toutes les conventions. Le prototype XP-47 était immense. Il pesait plus que tout autre chasseur de l'époque et sa structure ressemblait à celle d'un bombardier réduit. Avec un fuselage large, des ailes épaisses et un cockpit encastré sans visibilité arrière, le design fit sourciller à tous les niveaux. Il ne ressemblait pas à un avion de combat, il ressemblait à une erreur de calcul. Et il l'était au début. Les premiers tests furent désastreux. L'avion était lent à monter, peu maniable et facilement surpassé par les chasseurs allemands comme le Bf-109 ou le Focke-Wulf 190. Les pilotes se plaignaient de la visibilité limitée, de la lenteur dans les virages et du poids excessif qui donnait l'impression de traîner un bâtiment. Tout autre projet aurait été annulé, mais il manquait un composant clé qui n'avait pas encore été incorporé, et lorsqu'il le fut, tout changea. Ce composant était le moteur Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp, un monstre de 18 cylindres en double rangée, suralimenté par un système turbo incroyablement complexe. L'avion fut repensé à partir de zéro. Cette fois, non pas autour du pilote, mais autour de cette bête mécanique. Une hélice quadripale de plus de 3 mètres de diamètre fut ajoutée pour pouvoir exploiter toute la puissance générée. Le résultat fut une machine encore plus grande, encore plus lourde, mais aussi bien plus mortelle. Avec ce moteur, le P-47 n'était plus seulement une promesse ratée. Il pouvait atteindre les 640 km/h et opérer au-dessus de 8000 mètres d'altitude, là où les autres chasseurs suffoquaient tout simplement. Sa silhouette restait peu conventionnelle. Sa taille en faisait toujours une cible facile, mais il avait désormais la force nécessaire pour dicter ses propres règles. Et nous n'avons pas encore parlé de ses armes, car lorsque le Thunderbolt fut armé, ce ne fut pas pour intimider, mais pour détruire. L'armement du P-47 était aussi démesuré que sa structure. 8 mitrailleuses Browning de calibre 50, 4 dans chaque aile. Cela en faisait le chasseur doté de la puissance de feu standard la plus importante de toute la guerre. Chacune tirait avec une cadence brutale, et, ensemble, elles pouvaient envoyer près de 100 projectiles par seconde. Les pilotes réglaient la convergence de ces balles à un peu plus de 200 mètres. Tout avion qui se trouvait dans ce cône de destruction cessait simplement d'exister. Mais il ne s'agissait pas seulement de tirer. Ce qui était vraiment terrifiant chez le Thunderbolt, c'était sa capacité à résister à l'enfer. Là où d'autres chasseurs tombaient à cause d'une rafale bien placée, le P-47 pouvait recevoir des impacts directs de canons de 20 ou même 30 mm et continuer à voler. Son moteur refroidi par air ne dépendait pas de radiateurs vulnérables comme ceux des autres modèles. Cela signifiait qu'il pouvait perdre des cylindres entiers et malgré tout conserver suffisamment de puissance pour rentrer à la base. Il existe des rapports de Thunderbolt revenus avec la moitié de la culasse du moteur détruite et plus de 200 trous dans le fuselage. Et comme si cela ne suffisait pas, les versions ultérieures incorporèrent une sorte de nitro aérien, un réservoir d'un mélange eau-alcool placé juste derrière le moteur que le pilote pouvait activer dans des situations limites. Ce faisant, le moteur libérait environ 300 chevaux supplémentaires pendant quelques secondes, assez pour monter,
s'échapper ou lancer une dernière attaque avant de disparaître dans le ciel. Ce n'était pas seulement de la puissance, c'était la survie poussée à l'extrême. Le Thunderbolt ne fuyait pas la mort, il cherchait à la traverser. Ainsi, peu à peu, ce qui avait commencé comme un projet maladroit et sous-estimé gagna sa place parmi les meilleurs chasseurs du conflit. Ce n'était plus une anomalie volante, c'était une menace réelle. En 1943, avec ses défauts corrigés et sa brutalité affûtée, le P-47 entra en combat. Et ce qui arriva ensuite, personne ne l'avait vu venir, car ce monstre lourd, ce prétendu échec, était sur le point de devenir une légende indestructible. Le ciel au-dessus de l'Europe et du Pacifique était un piège mortel. Chaque mission était une roulette russe, où une simple erreur ou une rafale bien placée pouvait tout faire basculer. Mais tandis que les chasseurs ennemis cherchaient à des cibles faciles, quelque chose commença à changer. Une nouvelle silhouette apparut parmi les formations de bombardiers, grande, imposante et de plus en plus redoutée. Les ennemis savaient que s'ils tiraient comme sur l'un de ces monstres, ils auraient probablement besoin de plus que de la chance pour l'abattre. Le P-47 n'était plus une expérience étrange. C'était le marteau du ciel. Les unités qui le pilotaient apprirent rapidement à utiliser son poids comme une arme. Là où d'autres chasseurs tentaient dans des manœuvres serrées, le Thunderbolt piquait à des vitesses qu'aucun avion à moteur à piston ne pouvait égaler. Les pilotes allemands savaient bien que si un P-47 tombait des hauteurs, il valait mieux s'écarter. Un seul passage, avec ses 8 mitrailleuses rugissantes, suffisait à transformer un train, un char ou un convoi en ferraille fumante. Et s'il parvenait à le toucher, il faisait face à un cauchemar. L'avion n'explosait pas, ne tombait pas, il continuait à tirer. Au sol, sa réputation était encore plus redoutée. En tant que chasseur bombardier, le Thunderbolt pouvait emporter des bombes allant jusqu'à 450 kg et une pluie de roquettes à haute vitesse. Il attaquait avec fureur les trains, les ponts, les colonnes de véhicules, tout ce qui bougeait derrière les lignes ennemies. Il était si résistant que même après avoir perdu des parties critiques du fuselage ou subi des impacts dans le cockpit, de nombreux pilotes parvenaient à rentrer. L'un d'eux traversa plus de 300 km avec une aile endommagée et sans instrument. Un autre atterrit avec la moitié du moteur pendante. Aucun autre avion de sa catégorie ne pouvait raconter de telles histoires. Et ce fut alors que même les ennemis commencèrent à le reconnaître. Dans leur rapport, les pilotes allemands mentionnaient le Thunderbolt comme un adversaire exceptionnellement difficile à abattre. Certains évitaient les affrontements directs, d'autres fuyaient simplement lorsqu'ils le voyaient apparaître. Le monstre qui était né comme une anomalie finit par devenir une légende, non pas par son apparence ni par ses promesses, mais par ce qu'il a démontré au combat. Dans les cieux les plus meurtriers de l'histoire, le P-47 a écrit son nom à coups de balles, de feu et d'acier, et il l'a fait en survivant encore et encore. Le Thunderbolt ne fut pas le chasseur le plus rapide, ni le plus agile, ni le plus célèbre, mais il fut sans aucun doute le plus difficile à tuer. Et dans une guerre où chaque seconde dans les airs pouvait faire la différence entre la vie et la mort, cette capacité en fit une bouée de sauvetage ailée. Plus d'un demi-million de missions furent effectuées avec le P-47.
Il détruisit des trains, des colonnes de chars, des fortifications, des avions dans les airs et au sol. Là où il fallait de la brutalité, il était présent. Là où il fallait de l'endurance, il tenait bon. Mais au-delà de l'acier et de la poudre, ce qui a fait du P-47 une légende, ce sont les hommes qui l'ont piloté. Certains ont survécu à des missions impossibles, d'autres ne sont jamais revenus. Mais tous savaient qu'ils volaient à bord d'une machine qui les protégeait comme aucune autre. C'était plus qu'un avion, c'était une capsule de survie, une bête conçue pour garder l'être humain en son centre en vie. Et cela, au milieu de l'enfer, était un miracle mécanique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup citent le Spitfire ou le Mustang, mais ceux qui étaient sur le front, ceux qui ont volé sous le feu croisé, connaissent la vérité. Le Thunderbolt fut le marteau qui brisa l'ennemi, le char d'assaut du ciel qui ne capitulait jamais. Il n'était pas beau, il n'était pas élégant, mais il tenait sa promesse la plus importante, revenir. Et si vous pensiez que le Thunderbolt était brutal, attendez de connaître les navires qui furent conçus pour mourir, et qui pourtant décidèrent de se battre. Dans notre prochaine vidéo, vous découvrirez l'histoire des destroyers de classe Fletcher, les gardiens de l'océan qui affrontèrent seuls une flotte impériale. Leurs moteurs étaient montant petits, leur blindage presque inexistant, mais ce qu'ils accomplirent laissa le monde sans voix.